Qui sont-ils? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur? Bienvenue dans Collaborateur. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. J'en profite pour vous inviter à faire un tour sur notre site internet. Vous trouverez notamment notre dernier guide sur les différentes stratégies de carrière à adopter. Les liens se trouvent dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, je fais la rencontre de François Aubin. Avocat de 5 ans d'expérience en droit de la concurrence chez Racine, François revient en détail sur son parcours universitaire, terminé avec un LLM en Allemagne, qui ne le prédestinait pas à rejoindre un cabinet français. Son exemple démontre en quoi il est important de se laisser porter par les opportunités, aller au-delà de l'image qu'on se fait d'un cabinet en surface et creuser sur l'équipe, car au fond ce qui compte, ce sont les associés avec lesquels on travaille et les dossiers que l'on traite. François est également beaucoup revenu sur l'importance d'être formé, mais aussi l'importance de former pour progresser personnellement et pour évoluer au sein d'un collectif. Enfin, donner du sens à ses missions. François conclut sur l'importance de donner un objectif clair à sa carrière afin de devenir acteur de sa collaboration. Bonne écoute! Bonjour François. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je vais commencer avec toujours la même question. Oui. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocat ? C'est vraiment une très bonne question et je vais faire un tout petit pas de côté en te répondant en deux temps. Parce qu'en réalité, finalement, en y réfléchissant, je me rends compte que les raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir avocat sont pas les mêmes raisons qui m'amènent aujourd'hui à continuer à vouloir être avocat en fait. Parce que quand l'idée de devenir avocat a commencé à germer dans mon esprit, comme je pense beaucoup de personnes, j'étais très attiré par l'idée de devenir avocat pénaliste, d'être un ténor du barreau, de plaider tous les jours, parce que c'est ce qu'on voit en fait, c'est ce qu'on nous propose le plus souvent, en tout cas au premier stade. Et en réalité, aujourd'hui, je ne plaide pas, je ne suis pas avocat pénaliste, je suis avocat en droit de la concurrence. Et donc, les raisons qui font que je fais ce métier ne sont pas du tout les mêmes que celles qui m'ont amené à vouloir être avocat. Et si je peux les résumer, je dirais l'aspect stimulation intellectuelle du métier. Le deuxième, c'est l'adrénaline qui est dégagée par ce métier. Et le troisième, c'est l'aspect entrepreneurial, développement à la fois de clientèle, mais développement en construction d'une équipe, qui sont aussi des aspects super intéressants et qui m'amènent à m'éclater tous les jours dans cette profession. Ça fait plaisir à entendre et du coup, ça m'amène à te poser la question de quel est justement ton parcours. Ouais. Tu me disais au départ, je voyais les avocats pénalistes qui plaidaient et maintenant je suis avocat en droit de la concurrence. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce délai ? Alors, j'ai commencé la fac de droit, je faisais en parallèle une classe préparatoire droit-économie, Cachan. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était les matières économiques. Et j'ai pas des très bons souvenirs de mes cours de droit pénal en L2 notamment. Donc en fait, assez rapidement, les matières qui, je pensais initialement, devaient m'intéresser ne m'ont pas du tout intéressé. Et du coup, je me suis orienté vers les matières économiques. Mais tout restait assez ouvert en fait. Je suis entré à Paris-Dauphine ensuite en troisième année en me disant bon voilà, je veux faire du droit des affaires, mais sans encore vraiment savoir ce que je voulais faire en droit des affaires. Je pensais à la fisca, corporate, voilà, tout ça restait assez ouvert. Jusqu'à ce que je rencontre un professeur
L3, oui, qui enseignait le droit de la concurrence. Et ça m'a tout de suite fasciné, en fait. Mais j'ai pas forcément, à ce moment-là, je me disais pas encore que je voulais faire du droit de la concurrence. Et ensuite, j'ai continué mon parcours, fait un M1 droit des affaires classique, et je suis entré en M2 en faisant un M2 en fait presque droit public, mais plutôt secteur régulé, énergie, transport, télécom. Bon, c'est assez proche des questions de concurrence en réalité. Et ensuite, je suis parti, ce que je recommande à tout un chacun de faire, je suis parti une année à l'étranger, en Allemagne, où là j'ai fait vraiment un LLM en concurrence pure. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette matière, et c'est ce qui m'intéressait à l'époque quand j'ai commencé à l'étudier, et ça m'intéresse toujours beaucoup aujourd'hui, c'est son côté assez diversifié, à la fois très juridique, mais aussi très très lié aux problématiques économiques, industrielles. Et il y a un côté très politique aussi de la matière, parce que c'est au carrefour d'enjeux de politique industrielle. Quand on pense à Alstom, Siemens par exemple, c'est des dossiers qui ont fait la une de la presse pendant des mois. Et donc tout ça m'a amené finalement à me dire que je voulais exercer en droit de la concurrence et comme avocat. Et là, après mon LLM... le switch, il se fait au moment du LLM, justement. Tu dis que c'est hyper important et tu t'encourages les étudiants. Et j'avais quelqu'un au micro de ce podcast il n'y a pas longtemps qui disait exactement la même chose. En quoi t'encourages ça? Pourquoi t'encourages ça à des personnes qui écouteraient notre podcast aujourd'hui? Je pense, le LLM, je le recommanderais à 2 titres. D'un point de vue professionnel, c'est une ouverture. Moi, je travaille 60 à 70% en anglais aujourd'hui, et le LLM aussi m'a permis cette ouverture-là. Au-delà même de la matière, en fait, c'est vraiment l'exercice juridique en anglais. Le LLM m'a vraiment ouvert à ça. C'est le premier point. Et puis le second, c'est même sur le plan personnel. Je suis arrivé, j'avais toujours vécu à Paris, j'ai vécu une année à Berlin, j'en suis rentré, j'étais quelqu'un de différent en fait, sur le plan personnel. Et j'ai encore des contacts avec des gens avec qui j'étais en LLM. Prendre un peu de hauteur sur les 50 facs de droit, etc., etc. Exactement, mais la bascule en fait, elle s'est faite d'un point de vue mon choix, et c'est pas fait à ce moment-là, il s'est fait un tout petit peu avant. Parce que j'ai eu cette chance-là de travailler en alternance en entreprise pendant mon Master 2, pendant 1 an. Et c'est là, j'ai adoré mon expérience en entreprise. J'en garde vraiment d'excellents souvenirs. J'ai encore des contacts avec les gens avec qui je travaillais à l'époque. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Parce que... contrairement à ce qu'on croit, finalement, on dit souvent le métier d'avocat, c'est un métier solitaire. Mais je pense que bien souvent, le métier de juriste en entreprise, il est souvent bien plus solitaire que le métier d'avocat. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, moi, je le voyais avec mes collègues juristes. Bien sûr, ils avaient une équipe, mais ils étaient souvent confrontés à des problématiques où ils devaient travailler tout seuls en tant que juriste face à une équipe projet et en complète autonomie. C'est très intéressant comme type d'exercice, mais par contre c'est assez rare en fait de voir, ça dépend des structures de direction juridique, il y a beaucoup de directions juridiques en fait où le juriste c'est un peu un ovni face aux autres équipes de l'entreprise, quoi. Oui, après ils sont quand même de plus en plus très intégrés et quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, ils sont vraiment part du fonctionnement de l'entreprise. Mais souvent ils sont seuls en fait face à leurs interlocuteurs, et ils travaillent pas ou peu en équipe de juristes. Ok. Ce qui n'est pas le cas en cabinet. Enfin,
Ce qui, dans beaucoup de cabinets, n'est pas le cas, où en fait on travaille en équipe, à plusieurs sur un dossier, avec des regards croisés. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du métier. Et justement, est-ce que c'est cette expérience-là et c'est le recul que tu as pu acquérir à ce moment-là qui t'a fait prendre conscience un peu des critères, je parle souvent de ça, des critères que tu voulais retrouver ou non dans ta collaboration, et justement qui t'ont un peu ouvert le chemin sur tes recherches. Est-ce que tu as pu un peu orienter justement ces recherches grâce à tes expériences passées? Oui, on oriente toujours. Je pense que chaque expérience est bonne à prendre pour faire ses choix, futurs. Après, je suis pas certain que mon expérience en entreprise m'avait permis de définir mes choix de collaboration. Et en fait... Alors comment t'as fait? En fait, les choses se sont un peu imposées à moi, ou en tout cas, le hasard a fait bien les choses. Souvent le cas. Parce que c'était déjà il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, en fait, initialement, je devais faire mon stage final dans un cabinet américain à Bruxelles. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que l'administration de l'école du barreau de Paris en a voulu autrement. Et donc, je me suis retrouvé à devoir trouver un peu, pas la dernière minute, mais relativement en fin de process, un stage dans un cabinet à Paris. Et là, j'ai eu la chance de commencer mon stage final chez Racine. Et le LLM, en fait, m'a donné une opportunité extraordinaire. C'est que il y avait un dossier qui commençait de subventions publiques, d'aide d'État, auprès de la commission, de notification à la Commission européenne. C'était un dossier franco-allemand. Je venais de faire 1 an en Allemagne. C'était parfait. J'étais le stagiaire idéal pour faire ce dossier. Donc je me suis retrouvé bombardé sur ce dossier où j'ai passé tout mon stage à travailler sur le secteur des batteries électriques avec des clients français et pour un projet en France et en Allemagne et dans le cadre d'un projet qui était avec plusieurs entreprises dans 7 États membres de l'Union. Et toi, tu avais postulé là-bas en connaissance de cause parce que tu connaissais le cabinet, l'équipe, la façon de fonctionner ou par tout hasard, comme c'est souvent le cas, notamment pour les stages? Alors, j'ai fait comme beaucoup font. En fait, j'ai fait 2 choses. J'ai regardé le Legal 500, comme beaucoup, mais peut-être qu'on y reviendra. C'est pas forcément la meilleure méthode en réalité, rétrospectivement. Et la seconde, c'est que j'ai eu la chance d'être recommandé par la personne qui me supervisait en alternance en entreprise et qui m'avait notamment dit, en parlant de Racine, voilà, tu seras bien formé, l'associé qui est là, il gagne à être connu et je pense que ce sera un match professionnel. Okay. Ce qui s'est avéré être le cas. Tu parles, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, rétrospectivement c'est intéressant, tu dis que la méthode de prendre le Legal 500 et le dessin n'est pas toujours la meilleure, mais heureusement ou malheureusement, en tout cas aujourd'hui c'est une des seules façons de faire. Quel enseignement t'en tires et est-ce que tu as une autre pratique ou une autre façon de fonctionner qui pourrait être bonne à entendre? En fait, je pense malheureusement que c'est la moins mauvaise des façons. Parce que en réalité, ce qu'il faudrait faire, et on n'a pas forcément accès à cette information quand on est stagiaire ou aspirant stagiaire, c'est de se renseigner sur le pédigré des équipes, de se renseigner vraiment faire un peu d'intelligence de marché pour voir, voilà, ok, ils sont bien classés, mais qu'est-ce qu'ils font exactement, pourquoi ils sont bien classés, comment est l'atmosphère dans cette équipe, sachant que c'est pas parce que par exemple l'équipe IP-IT d'un cabinet est très bien classée que ça veut dire que l'équipe droit du travail
elle, est excellente. Et en réalité, on voit souvent quand même dans beaucoup de cabinets que chaque département ou chaque équipe est un petit cabinet à l'intérieur du cabinet. C'est rare parce que c'est un métier où on est quand même très lié aux gens qui nous supervisent et avec qui on travaille. Ouais, mais c'est carrément les retours que je fais régulièrement aux avocats avec lesquels on travaille, où je leur dis attention, dans un sens positif ou négatif, il y a l'image que le cabinet renvoie, mais creusons ensemble sur l'équipe et allons chercher l'information. Et on a la chance aujourd'hui, je parle de LinkedIn mais pas que, de pouvoir contacter des collaborateurs, des associés, oser poser la question. Au pire, on ne vous répondra pas. Et moi, si tu veux, en plus, il faut rester, je pense, ouvert d'esprit. Et moi, si je prends l'exemple de mon stage, quand je suis arrivé chez Racine, je m'étais dit deux choses. Je m'étais dit, en fait, j'avais négocié avec le stage où je devais aller à Bruxelles en janvier, en leur disant, voilà, ça n'a pas pu se faire en janvier, mais vous inquiétez pas, en juillet, je suis disponible et j'arrive à Bruxelles. Parce que moi, je rêvais que d'un truc. À partir du moment où je suis rentré de Berlin, c'était je voulais repartir à l'étranger. Okay. Ce que, comme tu peux le constater, je n'ai absolument pas fait pour des raisons pro et perso. Donc je m'étais dit, voilà, je repars à Bruxelles direct. Et la seconde chose que je m'étais dit, c'est je vais cravacher, mais sans me dire que je cherche la collaboration dans ce cabinet, parce que j'avais pas forcément, j'avais une image biaisée de ce qu'était Racine. Je me disais, cabinet français, je vais pas beaucoup faire de dossiers internationaux. Moi, je voulais faire du droit des aides d'État. Je me disais, bon, je vais pas en faire beaucoup. Et je me suis planté sur toute la ligne, parce qu'aujourd'hui, je fais 60 à 70% de dossiers en anglais. Je travaille, ce qui m'amuse beaucoup, pour des dossiers à la Commission européenne, mais aussi des dossiers où je dois échanger avec des conseils étrangers en Suisse, en Turquie, en Chine. Et puis je fais énormément de droit des aides d'État, ce qui est rare à Paris, et d'autant plus dans un cabinet français. Et donc en réalité, je me suis trompé sur toute la ligne. On ne va pas se fier à l'image du cabinet au départ. Il faut pas... Enfin, il y a beaucoup on entend beaucoup de choses, mais il faut expérimenter et il faut se laisser la possibilité de changer. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois de stage, à faire que du droit des aides d'État tous les jours sur un dossier super intéressant, et puis des circonstances ont fait qu'il y avait un besoin rapide pour un collaborateur. Au bout de 3 mois, mon associé m'a convoqué et m'a dit, voilà, je sais que vous partez en principe pour Bruxelles, mais restez. Est-ce que vous êtes intéressé par la collaboration? Puis j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit, bon, c'est vrai que je voulais partir à Bruxelles. C'est vrai que l'expérience en cabinet anglo-saxon m'attirait, mais je me suis dit, ok, est-ce qu'un jour tu retrouveras ce niveau de dossier, c'est exactement ce que tu veux faire. Commence, tu verras bien comment les choses évoluent. Mes résultats, je n'ai pas bougé depuis 5 ans parce que je suis très bien là où je suis. Et tu avais réussi, c'était aussi un de mes sujets, ma question de passer, comme dans beaucoup de cabinets, des moments difficiles de la structure. Comment on gère des tourmentes internes quand on fait partie du bateau? Je dirais 2 choses. Alors il y a eu les tourmentes Covid, où ça a été le calme plat pendant 1 mois à peu près. En réalité, on a eu très vite des dossiers, donc on s'est ajusté, on s'est adapté. Puis après, il y a ce qui
ce qui est dit à l'extérieur et ce qui est la réalité de ce que tu vois à l'intérieur de la structure. Quand tu es à l'intérieur et que tu sais comment la structure fonctionne, tout ce qui se dit à côté, en réalité, c'est nul et non avenu, si tu veux. Mais c'est vrai que par exemple la période Covid, ça a été une période pas forcément évidente. Et donc j'étais néanmoins bien content d'être en collaboration à ce moment-là et de ne pas avoir fait le choix de poursuivre en stage, si tu veux. Mais il n'y a pas eu que des tourmentes, parce que quand on voit où était l'équipe quand je suis arrivé en 2019 et où elle est aujourd'hui en 2024, juste en termes de chiffres, on était à l'époque 2 collaborateurs, un associé. Aujourd'hui, on est 2 associés, 7 collaborateurs et une assistante, donc on est 10 personnes versus 3 à l'époque. Donc on a triplé. Donc en fait, on a énormément grandi et ça aussi, ça m'a beaucoup apporté d'avoir l'opportunité d'être à l'intérieur d'une structure qui est en croissance, d'une équipe qui est en croissance, qui a une super dynamique. Et ça a amené aussi des responsabilités et des sujets d'intérêt que j'aurais pas forcément eu dans une structure beaucoup plus grosse où je me serais retrouvé en bas en tant que junior d'une hiérarchie à plusieurs échelons. Ouais, tu fais partie du bateau, là, tu intègres le projet, et c'est tout amené sur la suite de ma question. C'est quoi tes attentes en arrivant dans cette équipe, en termes notamment de formation, d'évolution, de perspective, etc. Et aujourd'hui, tu nous parles de l'évolution de l'équipe. Quelles sont tes attentes aujourd'hui? Comment elles évoluent? Qu'est-ce que tu projetais et qu'est-ce que tu projettes aujourd'hui? Projetais pas à l'époque. Je pense que je projetais surtout de compléter ma formation. J'avais le sentiment, comme beaucoup de collaborateurs, je pense en début de parcours, de pas savoir grand chose. Et j'avais la chance, et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui puis maintenant 2 associés qui sont vraiment dans une démarche de formation. Qui sont là pour revoir ce qu'on fait, pour échanger ensemble, pour croiser les points de vue, se challenger mutuellement, parce que à un moment, il faut accepter que on tranche ensemble, mais il y a un point de vue quand même qui dans la conduite du dossier qui prévaut, mais ça n'empêche pas avant qu'il faille trancher, il y ait des échanges constructifs ensemble. Et je pense que c'est l'équilibre à avoir entre challenger les gens avec qui on travaille et de temps en temps savoir quand est-ce qu'il faut arrêter le challenge et accepter le point de vue qui a été retenu. Mais à l'époque, je pense que ce qui m'importait, c'était compléter ma formation. Et aujourd'hui, j'ai encore... moi, je considère qu'on est toujours en formation, quelle que soit la seniorité. Mais ce besoin de formation, il a un peu changé. Avant, j'avais surtout j'étais en attente d'une formation d'un point de vue technique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus intéressé également à me former sur les aspects de développement de clientèle, de marketing, de gestion d'équipe. Et donc c'est des choses qui sont venues en fait avec la croissance de l'équipe, mais également tout simplement au fur et à mesure des années en exerçant le métier. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance là aussi d'être tout de suite qu'on m'ait proposé ou qu'on m'ait offert une formation permettant d'acquérir des réflexes de développement de clientèle. Ok. T'es pas arrivé un matin en toquant à la porte de ton associé en lui demandant justement de te donner cette formation, ça s'est fait... Non, ça se fait un peu
Ouais, ça se fait au contact. Moi, pareil, c'est une chance. Je peux que le recommander à beaucoup, c'est d'essayer de trouver des structures où il y a une intermédiation limitée avec une hiérarchie pas trop pesante, parce que on apprend bien sûr énormément avec un senior de 7-8 ans d'expérience, ou avec un console, ou même avec des collaborateurs qui ont, comme moi, 4-5 ans d'expérience. Mais moi, j'ai énormément appris en étant en contact d'associés au fur et à mesure des années, en fait. Être jeté dans le grand bain, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et de pouvoir aussi avoir accès aux clients assez rapidement, parce que c'est aussi une école différente, d'essayer de se dire ok, là moi, j'ai produit un document ou j'ai produit une analyse, maintenant il va falloir que j'aille le partager avec le client, il va falloir qu'il le comprenne. Et soit c'est un juriste et il est peut-être pas spécialiste de ma matière en droit de la concurrence, donc il va falloir quand même faire un peu de pédagogie. Il va avoir plus de réflexes, mais il va falloir quand même lui expliquer. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas fait de droit de la concurrence et qui n'est même pas juriste. Et là, il va falloir être encore plus pédagogue pour lui expliquer les choses. Donc ça ne sert à rien de lui écrire une note très très compliquée si ce n'est pas pour qu'il comprenne le message, qu'il comprenne ce qu'il doit faire, quels sont les enseignements de l'analyse qu'on a menée. Ouais, on va réussir à expliquer... Au moins sachant quelque chose qui peut être compliqué et que ça paraisse très simple, c'est pas toujours évident et il faut le faire le plus rapidement possible là-dessus. Tu parlais tout à l'heure de développement de clientèle, que le cabinet et ton associé t'apprenaient à faire ça. Moi, j'ai 2 choses qui me viennent en tête. Souvent, quand on entend que c'est des dossiers qui sont pas adaptés à l'équipe, ça va être des dossiers que parfois les associés te donnent en perso, ou alors ça pourrait être des dossiers pour le cabinet. Comment est-ce qu'il y a une discussion à un moment donné? Est-ce que toi, tu amènes le sujet de savoir s'il y a, je sais pas, un apport de clientèle au cabinet? Alors parfois, les collaborateurs que j'ai au téléphone ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, si un collaborateur arrive à amener un client qui est dans la cible au cabinet, il va prendre un pourcentage. Alors en fonction de la taille du cabinet, ça peut aller de 10% à 50%, voire plus sur le dossier. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que tu évoques à un moment donné cette question? Comment c'est amené dans la structure, dans ton équipe notamment? Alors je l'ai fait très récemment. D'ailleurs avec quelqu'un qui en fait... avec qui j'avais travaillé, qui est passé de l'autre côté de la barrière côté entreprise, et qui était ma première stagiaire. D'accord. Qui ensuite a été collaboratrice dans l'équipe et puis qui a décidé de quitter la robe. Et en fait, ça s'est fait de façon très smooth. C'est qu'on a échangé ensemble avec mon associé sur... la personne m'a sollicité. J'en ai fait part à mon associé qui m'a dit c'est un dossier que vous pouvez apporter au cabinet et vous aurez l'origine de ce dossier, donc avec la commission qui va avec. Ok. Et ça s'est fait vraiment parce que c'est quelqu'un qu'on connaissait tous les deux, mais qui est venu te voir toi. Mais qui est venu me voir moi. Donc ça s'est vraiment fait de façon très très souple. Et parce que je pense que l'état d'esprit de notre équipe, c'est de se dire que tout est bon à prendre parce qu'on veut croître. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'un collaborateur qui apporte un dossier soit mis en difficulté par rapport à cet apport. Au contraire, on est incité à apporter des dossiers à l'équipe pour faire croître le chiffre d'affaires de l'équipe, pour accroître la visibilité de l'équipe. Donc c'est vraiment, de mon point de vue, ce qu'il y a de plus constructif comme démarche. Pareil, je suis soutenu dans toutes les démarches marketing que je peux avoir. Moi, ça m'arrive souvent par exemple, des premières choses que je fais le matin quand j'arrive au cabinet, souvent, on reçoit les échos au cabinet. Je me descends les échos et je me dis tiens, ok, ça c'est une actualité qui est en lien avec un de nos clients,
je l'envoie à mon associé, on en parle, on voit éventuellement s'il y a une façon d'avoir une accroche juridique sur le sujet. Pareil, on est bombardé d'actualités juridiques. On est là aussi pour faire le filtre vis-à-vis de nos clients et de leur dire ok, ça, on a vu ça, cet arrêt, et on leur fait un petit mail dédié, et c'est le genre de choses que je fais depuis que je suis stagiaire en fait. On a toujours été incité à le faire, et ça déjà c'est une bonne première façon d'aborder le développement de clientèle. Ouais, entretenir ce lien, on en parle régulièrement à ce micro, c'est de dire il y a le développement très court terme, on parle à quelqu'un pour closer le dossier, et il y a aussi entretenir des bonnes relations. Tu parlais d'une ancienne stagiaire, on va pas se dire au départ que ça va être un futur potentiel client, et pourtant ça revient un petit peu des années plus tard, donc c'est ne rien négliger et être naturel aussi là-dessus. Ouais, être naturel, parce que cette personne, je l'ai invitée à mon mariage par exemple. Il y a des relations personnelles qui se nouent avec les gens, et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est que je pense que bien souvent quand on le fait bien, c'est un métier où en réalité à la fin tout finit par se confondre. C'est-à-dire que quand je parle avec elle, je parle à la fois à quelqu'un que j'apprécie beaucoup et à un potentiel client, mais je me dis pas en lui parlant tiens, je vais pouvoir récupérer des dossiers. Ça marche pas généralement. Ça marche pas. Ce qui marche, c'est on échange, et puis peut-être que cet échange va déboucher sur autre chose d'un point de vue professionnel. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait en fait en lien avec le métier, mais qu'on fait pas à la base pour le métier. Je fais par exemple partie du Rugby Club du Palais, qui est un club de rugby pour les avocats. Je le fais avant tout parce que je suis passionné de rugby. Et si ça m'a jamais apporté de dossier aujourd'hui, mais si un jour c'est le cas, ce sera très bien. Mais je le fais initialement pas pour ça. Et c'est qu'un métier où il faut se créer des opportunités, mais tout en alliant un côté passion ou plaisir, et puis le bénéfice professionnel, il viendra ou il viendra pas. Tu me parlais en off tout à l'heure j'ai noté la phrase donner du sens à son travail. Là ça fait vraiment, c'est le cas de dire sens, c'est un métier où tu es obligé d'aller au-delà de ce que ça peut t'apporter à très court terme. C'est un métier passion, alors parfois ça l'est pas au tout début des études et ça le devient, mais pour garder tes clients, tu es obligé de donner ce sens-là. Ouais, je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver effectivement une direction, pas en fait voir les choses de façon saccadée. C'est sûr que quand on prépare un mémo, c'est difficile de trouver un sens au mémo en lui-même. Ce qui est important, c'est de trouver une continuité dans ce qu'on fait, de se dégager des priorités et des axes importants, des axes d'intérêt, en fait, et d'être cohérent entre l'avocat qu'on est et la personne qu'on est. Comment C'est un exercice que tu as fait, j'imagine. Concrètement, comment tu as fait ? C'est quoi le cheminement d'esprit pour se dire on arrive à donner du sens ? Est-ce que c'est un type de client vers lequel on va s'orienter ? Est-ce que c'est de rester dans la continuité de sa collaboration ? Est-ce que c'est autre chose ? Qu'est-ce que tu entends par donner ce sens concrètement ? Si je prends mon exemple personnel, je pense que en fait c'est venu au fur et à mesure des dossiers, et on construit progressivement en fait. Alors, c'est un exercice un peu rétrospectif, mais je ne l'ai pas fait que pour ce podcast, mais j'y ai un peu réfléchi avant le podcast. Et moi, ce que je me dis aujourd'hui, en fait, pour moi, le sens de mon métier, c'est apporter une petite pierre à un édifice qui est assez complexe, qui est la politique industrielle française, à ma façon. C'est un peu ronflant comme ça,
Mais en fait, c'est moi le sens que je trouve. Et ça se trouve dans du coup les intérêts que j'ai pour certains dossiers. Voilà, des dossiers d'aide d'État, de politique industrielle sur les batteries électriques, sur l'hydrogène, sur certaines restructurations d'entreprises, etc. Tout ça m'intéresse et je me dis à chaque fois que je le fais, parce que ce qui m'intéresse, c'est contribuer à un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, qui est la réindustrialisation du territoire français. Maintenant, et ça permet en fait tous les jours quand on a des doutes ou quand on se dit bon aujourd'hui ça m'a vraiment pas beaucoup intéressé ma journée, ce qui arrive à tout le monde, de se remotiver et se dire ok voilà, ça, quelque chose au bout. Ça c'est mon sens, c'est moi le sens que je donne à ce que je fais. Et on en parlait tout à l'heure également, voilà, il y a le sens qu'on se donne pour soi-même. Et puis il faut essayer, je pense, en termes de bonnes pratiques de management, en fait, transmettre ce sens aux équipes ou les aider à acquérir chacun le purpose pour lequel ils font ce métier, ou au moins leur proposer des voies. Et ça, c'est un travail de tous les jours et c'est pas forcément facile parce que... Donc là, c'est plutôt dans un travail, toi, de formateur. Ouais. Tu te places dans l'autre position où après quelques années de barreau, tu te places voilà, aussi en manager des personnes qui ont moins de seniorité que toi dans l'équipe. Oui, parce que déjà d'un point de vue personnel, ça m'intéresse. Parce que je trouve ça... En fait, moi, j'ai la chance d'être extrêmement bien formé. Par des associés exigeants et je pense que l'exigence de la formation c'est quelque chose d'important, ça n'exclut pas la bienveillance, l'écoute, mais il ne faut pas non plus être complaisant dans la façon dont on forme, donc c'est un exercice un peu compliqué d'équilibre à trouver entre dire ce qui ne va pas et ne pas non plus tomber dans le bashing. Ça, c'est une... Oui, c'est pas inné. Hein. C'est pas inné et on apprend tous les jours. Mais, et ça c'est le second point, c'est être formé c'est bien, mais on apprend énormément aussi dans l'exercice de formation qu'on fait soi-même vis-à-vis de plus jeunes. Que ce soit des stagiaires, moi c'est comme ça que j'ai commencé à collaborer avec des stagiaires parce que j'avais pas le temps de tout faire, donc il fallait leur faire confiance, leur déléguer des choses, à la fois contrôler ce qu'ils faisaient, mais leur faire confiance. Et la confiance c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce métier. Et puis après les stagiaires, j'ai commencé à prendre un peu de seniorité, donc j'ai commencé aussi à travailler en formant des juniors. Et là aussi, c'est un exercice super intéressant. C'est à la fois très formateur d'un point de vue technique, parce que pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, il faut d'abord comprendre ce qu'il faut qu'il fasse. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est que si, par exemple, imaginons... je ne m'adresserai pas à toi de la même façon que je vais m'adresser à la personne qui sera à côté de toi. Adapter ton discours il faut adapter son discours à chaque individu, tout en essayant de standardiser la façon dont les rendus sont faits, par exemple, dans le cabinet. Mais en termes de bon management, c'est aussi avoir conscience que je vais devoir adapter mon discours et je ne formerai pas exactement de la même façon quelqu'un qui est stressé par rapport à quelqu'un qui est plutôt très détendu, où je ne vais pas former de la même façon quelqu'un qui a par exemple déjà eu une première collaboration, a déjà eu un background, et quelqu'un qui arrive tout junior. Et surtout, j'ajouterais même, demander des retours, c'est pas de la faiblesse dans le management que d'échanger aussi sur sa façon de manager avec les personnes qu'on manage. Oui, bien sûr.
Et ça, pour le coup, parfois, c'est peut-être un peu oublié. Est-ce que le management, ça a été quelque chose, alors peut-être c'est venu naturellement, mais que tu sentais nécessaire justement pour évoluer, dans ta collaboration, dans ta structure, pour sentir que tu as ta place qui évolue et qui a une perspective un petit peu moyen-long terme dans le cabinet. Et puis, on le sait, une collaboration peut s'essouffler aussi, c'est normal, comme toute relation humaine avec les gens avec lesquels on travaille notamment. Est-ce que ça a été un peu le chemin pour justement te donner un nouveau souffle dans ton équipe ? Ça a commencé vraiment, entre guillemets, et ça c'est une grande force de mon associé. J'étais un peu jeté sous le camion, mais gentiment. C'est-à-dire de temps en temps, il faut être un peu poussé pour faire certaines choses. Et puis après, moi, j'ai un caractère comme ça où j'ai besoin d'être challengé. Donc, je pense qu'il a très bien compris comment moi je fonctionnais. Et donc, il m'a mis au défi. Et il m'a amené tout de suite à travailler avec des stagiaires. Je venais, la première stagiaire avec laquelle j'ai eu l'opportunité de travailler, la veille, j'étais stagiaire. Le lendemain, il a fallu que je travaille avec elle. Et donc j'étais un peu forcé quand même. Okay. Mais c'était utile. C'était sa façon de te manager en fait. C'était sa façon de me manager et en définitive, de temps en temps, il faut un peu pousser. Enfin, ça dépend des caractères. Mais il a bien compris que moi je fonctionnais comme ça, donc il m'a poussé. Et effectivement, je trouve que cette opportunité de former des gens, ça revivifie parfois effectivement la collaboration. Parce que tout simplement ça crée des liens personnels différents, des interactions différentes. Et tu vois, au départ, moi j'ai travaillé uniquement pour un seul associé. Pendant quasiment 4 ans, j'ai travaillé exclusivement pour une seule personne. Ça fait un peu moins d'1 an maintenant qu'un nouvel associé est arrivé dans la structure. Et c'est très enrichissant de travailler avec une deuxième personne. En fait, tous les échanges personnels qu'on peut avoir avec de nouvelles personnes, c'est un formidable moyen de redonner de l'élan à sa collab. Et en même temps, ça peut être un exercice un peu difficile de réussir à s'adapter à un supérieur, enfin un autre associé qui a une autre façon de fonctionner, qui arrive avec ses méthodes, etc., dans un équilibre qui a été trouvé dans une équipe pendant plusieurs années, comme tu le disais. Mais c'est, en fait, non, je trouve que c'est la chance de la structure qu'on a, c'est qu'on a beaucoup grossi, beaucoup évolué. Donc on a évolué à plein d'égards. On fait des dossiers d'envergure beaucoup plus importantes, même si les batteries électriques c'était déjà un très gros dossier, un très beau dossier. Et on a vraiment augmenté en qualité de dossier, en nombre de beaux dossiers. C'est une chose. Mais on a aussi du coup grandi. Donc les problématiques de management qui existaient à 3 personnes ne sont pas du tout les mêmes que les problématiques à 10 personnes. Moi j'aime bien le côté challenge, j'aime bien en fait devoir sortir tous les jours de ma zone de confort. Donc ça c'est le côté je trouve très stimulant du métier. On est poussé par les circonstances à évoluer et donc effectivement c'est pas toujours évident par exemple de travailler avec un nouvel associé parce que en 4 ans on a créé des connexions mentales où on a besoin de se dire beaucoup moins de choses qu'au départ pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut s'apprivoiser. Ouais. Comment tu vois la suite dans ton cabinet, mais de ta vie professionnelle? Là, on a un peu parlé des évolutions. Ouais. Est-ce qu'on te donne un cap? Est-ce que toi, tu t'en mets un? Est-ce que tu te mets des délais? C'est quoi la suite pour toi à court, moyen, long terme? Je me mets pas forcément de délai. Quels sont tes prochains objectifs? Moi, mes objectifs, c'est d'accroître le développement de clientèle, d'apporter... moi, je me place plus dans une perspective d'apport que vraiment de faire des clients perso, parce que la matière est une matière où il faut une taille critique. Parce que pour faire un dossier de fusion...
en droit de la concurrence, c'est pas un dossier qu'on va apporter, qu'une entreprise va accepter d'apporter à un type qui a posé sa plaque. Souvent, c'est des décisions qui sont prises par les conseils d'administration, donc il y a quand même une marque à laquelle il faut être adossé pour arriver à dégoter ce genre de dossier. Donc évoluer dans ton équipe. Voilà, évoluer dans l'équipe en restant toujours ouvert, parce que ce qu'on s'est dit avant sur même mon parcours, moi m'a montré que finalement il faut pas dire, faut se fixer des objectifs ambitieux dans la vie, mais sans se dire nécessairement je vais absolument rester ici ou je vais absolument faire ça. Essayer toujours de rester ouvert en fait. Je pense que c'est un beau mot de la fin, rester ouvert toujours sur les perspectives, on parlait des clients, on parlait des amitiés qui peuvent devenir des clients, etc. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Pour cet échange. À bientôt. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!